Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je commence tout d'abord par m'excuser des petits contretemps que nous rencontrons au cours des dernières semaines pour la mise en ligne de l'émission. Vous comprendrez qu'avec tous les changements que nous avons apportés à la formule, le lieu d'enregistrement et puis également aujourd'hui les conditions météorologiques particulières à Montréal, on soit un petit peu débordé. C'est évidemment, vous le savez, l'émission Point de bascule. Richard Lehir au micro. Et ce soir, j'officierai seul, Jean-Claude Pomerleau étant retenu à d'autres activités. Alors, on a un gros programme, figurez-vous. Il se passe des choses, puis des choses très sérieuses. Des choses, curieusement, pour lesquelles on a peu d'écho au Québec. Entre autres, ce qui est la situation qui se présente à l'heure actuelle, c'est la possibilité d'une reprise d'un très gros débat constitutionnel impliquant non pas le Québec cette fois-ci, mais le gouvernement fédéral et la province de Colombie-Britannique et évidemment l'Alberta au sujet de la construction ou non du fameux pipeline Trans Mountain qui doit transporter du pétrole albertain, pétrole de schiste, on s'en souviendra, vers la côte de la Colombie-Britannique, en fait le port de Vancouver dans le delta de la rivière Fraser, et évidemment de Edmonton à Vancouver, c'est une affaire d'à peu près 1150 kilomètres si ma mémoire est fidèle. Oui, c'est bien ça. Alors, ce pipeline-là, évidemment, traverse les montagnes rocheuses et redescend à un moment donné vers la vallée de la rivière du fleuve Fraser qu'il suit pendant un certain temps. Et il faut comprendre que le fleuve Fraser, c'est un endroit assez particulier. Il y a un climat exceptionnel. Il y a qui permet justement la multiplication des vergers, il y a des vignes, bref, il y a du saumon qui remonte la rivière pour aller dans les frayères des Rocheuses. Bref, c'est quelque chose qui, s'il doit être mené à terme, va affecter considérablement la vie des gens de Colombie-Britannique et évidemment, le projet rencontre une forte objection de la population. C'est la raison pour laquelle la première ministre Christy Clark, qui était première ministre libérale depuis quelques années et jusqu'à tout dernièrement, avait indiqué qu'elle s'opposait à la construction de ce projet, à moins qu'il ne rencontre 5 conditions extrêmement rigoureuses. En fait, toute la question se posait de savoir si les exigences de Madame Clark étaient constitutionnelles ou non. Celle-ci avait répondu le plus sérieusement du monde qu'elle s'en moquait royalement, c'est le cas de le dire, ce qui étant important pour elle, c'était que la population n'en veuille pas et que au besoin, elle irait jusqu'à couper l'électricité aux entrepreneurs qui oseraient défier son interdit. Bref, vous voyez l'atmosphère. De l'autre côté de la barrière, évidemment, des Rocheuses, il y a l'Alberta qui est aux prises avec un grave problème de désenclavement de son pétrole. Vous savez que c'est du pétrole, les sables bitumineux, c'est un pétrole qui est extrêmement lourd, qu'il faut pré-raffiner avant de le mettre dans les conduits parce que autrement ça bloquerait. Donc le risque environnemental est élevé lorsqu'on utilise ce produit-là, s'il faut qu'il y ait un écoulement quelconque. Et comme le pipeline traverse des zones qui sont à risque et qu'il se déverse et qu'il aboutit à Vancouver même. Et puis alors quand vous regardez la carte et que vous voyez Vancouver, vous découvrez que l'île de Victoria vient s'engouffrer littéralement dans l'estuaire de la rivière Fraser et que ça crée une situation particulièrement difficile
pour la navigation. Et on sait que les gens de Colombie-Britannique et de Vancouver, de cette région-là, sont particulièrement friands de navigation à voile, que finalement, c'est tout leur mode de vie qui se retrouverait remis en question parce que le volume de la circulation maritime se trouverait à être multiplié par 7. Ce qui est très important, et on voit tout de suite de quelle façon ça pourrait handicaper non seulement les loisirs des gens de Colombie-Britannique, mais également la circulation et la remontée des saumons dans la rivière Fraser. Alors, quand on sait comment, par exemple, au Québec, la moindre petite entrave, par exemple, au suceur cuivré, ce fameux poisson qu'on retrouve dans le bassin de Chambly, peut générer des batailles épiques. On n'a pas de peine à imaginer que les gens de Colombie-Britannique sont extrêmement, remontés contre la réalisation de ce projet. Alors, ça, c'est la réalité technique du projet. Je vous montrerai, vous verrez éventuellement à l'écran là apparaître la carte du projet. Vous verrez que 1150 kilomètres, il y en a à peu près un peu plus d'un tiers, les deux cinquièmes, qui se retrouvent en Alberta et passer la frontière, donc en plein dans les montagnes et dans la région du parc national de Jasper, on passe en Colombie-Britannique et là, à ce moment-là, on se met à descendre en parallèle, parallèle autant qu'on puisse parler de parallèle dans la mesure où on a un circuit aussi complexe que celui-là. On va suivre grosso modo le fleuve Fraser avec tous les risques environnementaux dont je vous ai parlé. Alors, sur le plan politique, le gouvernement fédéral, lui, se retrouve dans une situation extrêmement délicate dans la mesure où il est coincé entre l'enclume et le marteau. Et le marteau, en l'occurrence, étant l'Alberta de la première ministre Rachel Notley, elle-même néo-démocrate, et pour qui, finalement, pour l'Alberta, c'est une question littéralement, de vie ou de mort sur le plan économique, de trouver le moyen de désenclaver son pétrole. On sait que le gouvernement albertain a dû vivre pendant plusieurs années avec le refus des États-Unis sous le président Barack Obama d'autoriser la construction du pipeline Keystone XL qui aurait mené son pétrole depuis l'Alberta jusqu'au Golfe du Mexique, aux grandes raffineries du Golfe du Mexique. Raffineries d'ailleurs dont certaines avaient déjà été transformées en vue de la réception de ce pétrole-là, faut le rappeler. C'est notamment le cas de la raffinerie de Total, du groupe Total, dans le Golfe du Mexique, qui avait été complètement rénové en vue de... Et alors, ces investissements-là sont pour l'instant encore non rentables. Alors, aujourd'hui, avec la nouvelle administration du président Trump, il y a eu une décision du gouvernement américain de lever l'interdiction de construction sur le pipeline Keystone XL, mais entre le moment où effectivement cette autorisation-là est donnée et le moment où on va effectivement construire le pipeline, pouvoir le démarrer, il va s'écouler quand même un certain temps parce que il faut que le projet soit rentable économiquement, bien sûr, et évidemment au cours actuel du pétrole, cours mondiaux du pétrole à l'heure actuelle, c'est pas la proposition est pas encore tout à fait au point. Alors ça aussi, ça pose problème. On savait aussi que l'Alberta voulait exporter de son pétrole vers l'est du Canada avec le projet de TransCanada Énergie Est. On sait que ce projet-là a été contremandé par la compagnie elle-même, TransCanada, à la suite d'exigences de l'Office national de l'énergie qui lui apparaissait
démesurée dans le contexte économique que traverse à l'heure actuelle l'industrie pétrolière. Ce n'est que partie remise, me direz-vous? Possiblement, oui, possiblement que non, parce qu'il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans l'autorisation des projets de cette nature-là. C'est celui de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale est un principe qui a été établi dans le milieu fin des années 70, début des années 80, dans le cadre des travaux de la commission Berger, qui examinait, se penchait sur la possibilité d'autoriser la construction d'un gazoduc qui relierait le delta de la rivière Mackenzie dans l'Arctique au sud de l'Alberta. Et devant des pressions très, très fortes des groupes autochtones, entre autres, à l'époque, la commission avait établi ce principe de l'acceptabilité sociale et avait décrété que le projet de la Canadian Arctic Gas, à l'époque, ne parvenait pas à obtenir le degré d'acceptabilité sociale requis pour qu'il puisse procéder sans encombre. Alors, ce principe de l'acceptabilité sociale, je l'ai moi-même vécu quand j'étais dans l'industrie pétrolière chez Texaco dans les milieux des années 80. J'avais reçu à mon bureau de Montréal un appel de notre compagnie sœur Texaco Exploration de Calgary, une demande d'aller vérifier dans quelle mesure les chances de Texaco d'obtenir le permis d'exploration dans les grands bancs, les bancs de la baie George, qui est à la limite de la Nouvelle-Écosse et de l'État du Maine, pourrait être jugé recevable. Il n'a pas pris grand temps sur place de réaliser toute l'objection que soulevait ce projet-là, parce que justement, les gens locaux en Nouvelle-Écosse, là, c'était sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, entre Yarmouth et Digby. Ben, vous connaissez les pétoncles de Digby. Vous savez que dans cette région-là, il y a les plus grandes bandes de pétoncles au monde, que la population locale en vit, et que c'était hors de question qu'on remette qu'on puisse venir perturber ainsi leur mode de vie d'une part, et d'autre part risquer de contaminer par des fuites comme celles qui se sont produites par exemple dans le golfe du Mexique, sur la fameuse plateforme de Shell il y a quelques années, qui viendrait contaminer l'eau des bancs de pétanque, surtout sachant que la dissolution du pétrole, des produits pétroliers, est beaucoup plus longue en eau froide qu'en eau chaude, comme c'est le cas dans le golfe du Mexique. Alors, toutes ces choses-là vous donnent une idée du degré de complexité de l'obtention des permis pour la construction des pipelines, et se rajoute à ça, mais comme je vous le disais, des éléments de nature constitutionnelle, dans la mesure où la question se pose de savoir si c'est le gouvernement provincial, les gouvernements provinciaux ou le gouvernement fédéral qui a compétence pour autoriser ces projets-là. Alors, le gouvernement libéral, lui, fédéral est pris dans une situation très difficile, comme je vous le disais. C'est un peu l'histoire de l'enclume et du marteau, ou l'arbre et l'écorce, si vous voulez une autre image. Et il doit arbitrer finalement entre les intérêts de deux provinces, l'Alberta et la Colombie-Britannique, en l'occurrence, et évidemment l'intérêt national canadien. Alors, pour ce qui est de l'intérêt des provinces, on comprend facilement celui de l'Alberta, qui a un besoin vital d'exporter son pétrole, de désenclaver son pétrole, mais on comprend aussi que du côté de la Colombie-Britannique, ça passe pas comme du beurre dans la poêle, loin de là.
Et évidemment, là, ça atteint des proportions dramatiques à cause de la situation économique dans laquelle se trouve depuis 2 ou 3 ans à cause de la baisse du prix du pétrole. Baisse mondiale là, des prix du pétrole. L'Alberta qui dit hey, vous nous demandez de financer la péréquation, mais en même temps on n'a plus de revenus de notre produit de notre pétrole. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Alors, il y a ce problème-là. Du côté du gouvernement fédéral, il y a toute la question, évidemment, bien sûr, des redevances du fédéral sur ce pétrole-là, et elles sont énormes, elles sont colossales, et elles peuvent l'être encore davantage si les volumes sont plus élevés. Et ça survient, ce problème-là, à un moment donné où le Canada est dans une situation difficile sur le plan économique, parce que son industrie manufacturière c'est considérablement érodé dans son cœur, qui était l'Ontario jusqu'au milieu des années 80, et que à la fois à cause de la financiarisation de l'économie et à cause de la désindustrialisation et la délocalisation de la production industrielle vers des pays à moindre coût, la base manufacturière qui supportait la péréquation, les transferts sociaux, etc. L'Ontario était la vache à lait du régime fédéral. Eh bien, cette vache à lait là, s'est considérablement tarie et elle est particulièrement menacée à l'heure actuelle par la possibilité que le Canada et les États-Unis n'arrivent pas à s'entendre sur la reconduction de l'accord de libre-échange qui les lie depuis 1985. Alors, si ça devait être le cas, évidemment, il y aurait des barrières tarifaires importantes sur les produits manufacturiers canadiens, et on parle notamment pour l'Ontario de l'industrie de l'automobile, ce qui serait absolument catastrophique. Donc, on comprend que du côté du gouvernement fédéral, il y a une pression très, très forte pour accommoder, entre guillemets, la Colombie-Britannique, au détriment, bien sûr, des gens de Colombie-Britannique. Ça ne passera pas comme du beurre dans le poêle. Hein? Il faut s'attendre à ça, et il faut s'attendre à une levée de bouclier, d'autant plus que le nouveau premier ministre Horgan de Colombie-Britannique, un néo-démocrate, comme d'ailleurs Madame Rachel Notley, qui est première ministre en Alberta, et vous voyez que le fait d'être tous les deux néo-démocrates n'a pas nécessairement pour effet de les amener à se rejoindre. Vous voyez donc que les problèmes constitutionnels, quand ça touche des intérêts qui sont vraiment profonds, la ligne de parti là importe peu. Alors, quel est le recours du gouvernement fédéral? Et c'est là que ça devient intéressant sur le plan juridique et politique dans une situation pareille. Alors, il y a plusieurs observateurs dans la scène politique, et non les moindres, notamment à Toronto, des gens du National Post, des gens du Globe and Mail, qui sont carrément en faveur de l'utilisation par le gouvernement fédéral d'un pouvoir qui n'a pas été utilisé depuis les années 1920, qui avait été, comment dirais-je, conçu à l'origine pour permettre justement le développement du chemin de fer, et qui finalement, ce pouvoir-là permet au gouvernement fédéral de déclarer à l'avantage général du Canada un ouvrage, alors c'est le cas d'une ligne de chemin de fer ou d'un pipeline, qui se trouve à être soit entièrement dans une province ou à cheval sur 2 provinces ou plus. Alors, voici ce que prévoit la Constitution à ce chapitre. Dans les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales, c'est l'article de l'Amérique du Nord britannique de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui a été reconduit par la loi constitutionnelle de 1982, et les pouvoirs législatifs dévolus aux provinces sont énumérés à l'article 92. L'article 91, lui, est énumérant
la liste des pouvoirs du gouvernement fédéral. Alors, voici ce que dit l'article 92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir, et à l'article 10, on mentionne les travaux et entreprises d'une nature locale autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes. Alors, 92.10a, lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces ou s'étendant au-delà des limites de la province. B, lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'Empire britannique ou tout pays étranger. Et l'article, le sous-paragraphe C, les travaux qui, bien qu'étant entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution, déclarés par le Parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces. Donc, c'est ce qu'on appelle, en droit constitutionnel canadien, le pouvoir déclaratoire du Parlement fédéral. Et ce pouvoir doit être exercé par le Parlement. Donc, c'est pas juste une question d'un décret ou d'une ordonnance du gouvernement fédéral. Il faut véritablement que le Parlement lui-même soit saisi de la question par la voie d'un projet de loi ou ça ne peut être que d'un projet de loi, étant donné que ça implique la législature et le Sénat, et qu'il soit invité à déclarer à l'avantage du Canada un projet en particulier. On comprend que c'est un projet en particulier et non pas tous les projets d'un même type, ce qui permettrait, par exemple, si c'était le cas, qu'on règle le cas du pipeline Trans-Canada vers l'est du Canada par la même occasion. Non, il faut nécessairement deux interventions distinctes pour régler ces deux problèmes-là, mais on comprend l'intérêt pour le Québec qui va suivre le débat de très très près et qui va certainement vouloir intervenir dans ce dossier-là, encore que selon que il s'agisse du Parti libéral de M. Couillard, du gouvernement Couillard ou d'un autre gouvernement, la position pourrait être très différente. Mais bref, c'est une affaire qui va diviser fortement les Canadiens et qui va déclencher une tempête constitutionnelle comme on n'en a pas vu depuis le lac Meech. La possibilité d'une telle déclaration s'était manifestée déjà à l'occasion un peu avant 2014. J'en avais d'ailleurs fait état dans un article que j'avais écrit sur Vigile à ce moment-là. Et le gouvernement Harper avait choisi de ne pas intervenir pour des raisons essentiellement politiques. Le gouvernement Harper, on le sait, Harper lui-même était un député de l'Alberta. Il y avait un risque assez élevé que ce soit perçu par les Albertains ou la Colombie-Britannique comme une intervention biaisée du gouvernement fédéral. Avec l'élection du gouvernement Trudeau, qui est moins identifié aux intérêts de l'Ouest, évidemment, la question est maintenant ouverte. Mais cependant, il faut rappeler que le gouvernement Trudeau traîne un lourd bagage parce que dans les années 70, 1978, si ma mémoire est fidèle, il avait adopté une politique nationale de l'énergie qui avait été extrêmement mal reçue en Alberta et dans l'Ouest, comme en Saskatchewan, dans la mesure où c'est des deux provinces qui produisent du pétrole, et qui soulevait finalement toute la question des redevances et du droit de la possibilité pour le gouvernement fédéral de tirer des revenus de ce qui était une richesse considérée comme essentiellement provinciale. Alors, vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge
Et c'est un débat qu'il va falloir suivre avec la plus grande attention. Vous me direz que c'est un petit peu technique, que c'est un peu loin de nos préoccupations quotidiennes, mais je vous prie de me croire que les principes que ça met en jeu sont déterminants pour l'avenir du Québec. Souvenez-vous simplement que en 2009, lorsque le gouvernement provincial, à l'époque dirigé par M. Charest, avait proposé qu'Hydro-Québec achète Énergie Nouveau-Brunswick, le branle-bas que ça avait déclenché. Et ce qui était passé entièrement sous le radar au début, c'était évidemment que la conséquence de cette acquisition-là par le Québec aurait pour effet de faire de Hydro-Québec une entreprise interprovinciale et donc de la soustraire à la juridiction du gouvernement du Québec pour que ça devienne un sujet de droit fédéral. Et alors là, la question qui serait automatiquement posée, c'est celle de savoir quel intérêt y aurait-il encore eu pour le Québec de demeurer en contrôle d'Hydro-Québec, enfin pas en contrôle, propriétaire d'Hydro-Québec dans la mesure où il n'aurait plus eu le contrôle sur Hydro-Québec. Alors, vous voyez que c'est pas des petites affaires minces et légères, que c'est des sujets lourds et surtout lourds de conséquences. Alors, on va laisser ce dossier-là de côté pour le moment. On va passer à des choses qui sont plus proches de nous. Évidemment, l'actualité nous fournit bien sûr bien de quoi nous occuper, et parfois même pour en rire un peu, comme c'est le cas par exemple avec cette déclaration faite par notre ineffable premier ministre Pee-wee Trudeau, comme ça que je l'appelle, Justin Trudeau, qui a fait une déclaration, mais alors renversante, qui a d'ailleurs été reprise par tous les grands quotidiens du monde, en suggérant que il fallait plus employer le mot mankind, c'est-à-dire humanité, mais qu'il fallait parler de people kind. Autrement dit, là, la théorie du genre s'introduisait dans le vocabulaire et venait déterminer ce qui était désormais disable et pas disable. Et mankind n'était plus disable. Alors évidemment, devant le haut-là que ça a soulevé un peu partout dans le monde, ce soir, Pee-wee, notre ami Pee-wee Trudeau, cherche à se rattraper et dit que ce n'était qu'une blague. Écoutez, s'il n'avait été qu'une blague, il l'aurait vite dit avant de se couvrir de ridicule dans les journaux du monde entier. Bref, c'est ça qu'on a comme premier ministre et vous voyez qu'avec ça, on n'ira pas loin. Dossier du cannabis, on en a parlé il y a 2 semaines. Et on revient là-dessus parce qu'il y a eu encore des informations qui démontrent le lien très étroit qu'il y a entre les gens qui vont profiter de la légalisation du cannabis et le Parti libéral du Canada. Encore ces derniers jours, on apprenait que en plus du ministre Martin Cochon qui était identifié de très près au Parti libéral du Canada pour avoir été ministre de la Justice pendant quelque temps dans le gouvernement de M. Martin, si ma mémoire est fidèle. Il y avait aussi, on a découvert ça, le ministre Pierre Petitgrou qui, lui, est associé avec une firme qui va jouer un rôle dans la commercialisation, la mise en marché du cannabis. Et quand on regarde la liste de toutes les autres personnes qui sont associées de près ou de loin à cette affaire-là, on voit tout de suite que c'est énorme. Pire, tout ce monde-là a incorporé des entreprises dans les paradis fiscaux pour se soustraire au fisc. Alors, c'est ça l'exemple que donnent les dirigeants libéraux. Et évidemment, on comprend qu'ils sont juste là pour remplir leur poche et s'enfuir après. Hein? Ça rappelle un petit peu cette pièce de Victor Hugo, Ruy Blas, qui est un grand classique, et qui commence comme ceci, si ma mémoire est fidèle. « Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc, vous n'avez pas honte.
et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le piller dans sa tombe. Voilà, Victor Hugo, Ruy Blas, ça c'est dans les années 1840-50, et c'est un grand classique de la littérature française. Mais vous voyez que entre les problèmes qu'on décrivait à l'époque et ceux d'aujourd'hui, il n'y a pas grande différence. Au fond, rien de nouveau sous le soleil. Là où il y a de l'homme, comme disait Pascal, le grand philosophe, il y a de l'hommerie. Et je suppose que maintenant, il faudra dire, là où il y a de la femme, il y a de la famerie, hein? Bon. Un autre sujet qui a repris une actualité brûlante ce soir, sur le plan de la politique québécoise, c'est cette déclaration à la reprise des débats parlementaires aujourd'hui du député péquiste Stéphane Bergeron, qui était en 2013 le ministre de la Sécurité publique, donc le ministre qui, c'est important de le rappeler, qui a placé à la tête de la Sûreté du Québec un chef différent, qui est rendu maintenant directeur de la sécurité à Hydro-Québec, que les libéraux ont déplacé dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2014, pour mettre à sa place quelqu'un de beaucoup plus complaisant à leur endroit. Et donc, Monsieur Lafrenière, lui, était sous-ministre dans le temps du gouvernement libéral de Jean Charest, et évidemment, il est devenu directeur de l'UPAC. Alors ça, c'est important de le rappeler. On comprend que si le Parti libéral a nommé Monsieur Lafrenière à la tête de l'UPAC, c'est certainement pas parce qu'ils le redoutaient. Au contraire, c'est qu'ils avaient le sentiment de placer là un ami qui regarderait leurs affaires avec un œil plutôt complaisant. Alors, c'est pendant la période de cet intérim finalement dans le pouvoir libéral qu'a constitué les 18 mois du gouvernement Marois, du PQ, que l'enquête mâchurée a pu être mise en place, et sur le régime Charest. Vous comprendrez que ça explique un petit peu pourquoi ça prend tant de temps à ce que ce procès-là débouche aujourd'hui, maintenant que les libéraux sont revenus au pouvoir, et pourquoi aujourd'hui le monsieur Bergeron, le député, qui est un avocat, donc qui a une bonne idée de la façon dont le système fonctionne, et a soulevé le fait que il avait des informations de sources sûres, donc présumément des sources policières, hein, on s'entend, qui l'informaient que il y avait de la complaisance politique sous l'administration de M. Lafrenière à l'UPAC. Alors, évidemment, levée de bouclier, tout le monde a dit, voyons donc, c'est une déclaration irresponsable de la part de M. Bergeron. Et les gens devraient regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et ils trouveraient, par exemple, dans un document sur Google, là, sur l'Internet, un dossier qui s'appelle le dossier plq.com. Hein, je vous engage vivement à le consulter. Et vous verrez à un moment donné un onglet dans ce dossier-là qui s'appelle Sûreté du Québec. Et là, vous découvrirez toutes les belles opérations douteuses de la Sûreté du Québec dans des enquêtes au cours des dernières années sous l'administration, de Jean Charest ou de Philippe Couillard. Alors, c'est à examiner. Je vous invite fortement à le faire, et vous comprendrez que les questions soulevées aujourd'hui par le député Bergeron du PQ sont extrêmement pertinentes, et tout en sachant aussi que vous comprendrez facilement qu'il n'a pas épuisé toutes ses munitions. S'il a ouvert ce dossier-là aujourd'hui, c'est qu'il dispose de suffisamment d'informations pour revenir à la charge
demain, très certainement, et la semaine prochaine, à l'occasion des travaux parlementaires de la période des questions. Alors, ça nous en promet des vertes et des pas mûres, et vous pouvez être certain que le Parti québécois ne lâchera pas le gouvernement sur cette question-là, tout simplement parce que ça devient pour lui une question de vie ou de mort, de convaincre l'électorat francophone qu'il est le mieux placé pour défendre leurs intérêts et qu'ils doivent le privilégier sur tout autre parti aspirant à défendre les Québécois lors de la prochaine élection. Alors, c'est une tournée un petit peu rapide de la politique québécoise. Un autre sujet que on va aborder un peu, c'est toute la question de la gauche. Hein. Vous avez remarqué, il y a peut-être 2 semaines là qu'il y a la gauche qui s'est manifestée, mais la gauche traditionnelle, la gauche conservatrice, hein, c'est un petit peu contradictoire, qui s'est manifestée et qui s'en est pris de façon véhémente à la gauche progressive, qu'elle accuse de diviser les forces dans le combat national. Évidemment, les progressistes n'ont pas aimé la réplique. Il y a eu un excellent article qui est apparu dans Le Devoir il y a quelques jours d'un monsieur qui s'appelle, si ma mémoire est fidèle, Benoît Aubin, qui est de Gatineau et qui de l'Outaouais et qui soulève des arguments très intéressants, mais à mon sens qui passent un peu à côté de la carte, dans la mesure où il y a il continue d'y avoir une certaine naïveté sur l'effet de la division de la gauche à l'endroit dans le débat national. Donc ça, c'est un débat à suivre parce que ça va opérer un réalignement des forces et qui devient de plus en plus nécessaire au fur et à mesure qu'on constate que la nation est en péril, que les échecs référendaires ont fini par peser de leur poids sur le plan politique, que la démographie est en déroute. Hein? On a un taux de remplacement à l'heure actuelle de la population qui est de 1,2, alors que il faudrait qu'on se trouve à 2,1 et peut-être un peu plus, 2,3, pour qu'il y ait un remplacement naturel de la population. Et ça, c'est vrai depuis 1968. Hein? Il faut comprendre qu'on accumule un lourd retard et c'est pourquoi l'immigration nous fait si mal, et c'est pourquoi un jeune chercheur que Vigile a eu l'occasion de rencontrer et d'écouter et nous a permis de comprendre à quel point la situation était grave et que sur un horizon prochain de 2035, donc c'est dans 18 ans, 17 ans, les francophones canadiens et français là, deviendraient minoritaires au Québec. Alors, à toute fin pratique, c'est l'extinction de la nation si les choses continuent dans cette direction-là. D'où l'importance d'examiner de nouveau toute la démarche nationale du Québec, toute la démarche de construction de l'État, parce qu'il faut bien comprendre que, comme l'a si bien souligné le chanoine Lionel Groulx dès les années 1930, l'avenir de la nation passe par la construction d'un État sur lequel cette nation va pouvoir s'appuyer pour assurer sa survie et prendre son essor. Donc, c'est critique et il faut absolument très rapidement retrouver nos orientations fondamentales, comprendre ce qui est dans notre intérêt et ce qui ne l'est pas, comprendre aussi que la nation québécoise s'est construite sur 2 piliers très forts. Hein, c'est l'attachement des Québécois au catholicisme
et 2 à la langue et à la culture française, 2 comme deuxième pilier. Avec la remise en question de l'Église, de son rôle, de son influence, avec la remise en question de la collusion qui pouvait exister entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, surtout dans les années 30 et 40, et 50 même, sous Duplessis, l'époque qu'on a qualifiée de grande noirceur, on comprend que il n'y a pas beaucoup de sympathie, et notamment certainement pas dans les milieux entre guillemets progressistes, à l'endroit de cette institution qui est l'Église, et les gens voient mal, ou en tout cas sont tellement contents qu'on se soit débarrassé de cette autorité, de cette férule, qu'ils ne réalisent pas à quel point notre fibre nationale était enracinée, sinon dans la religion elle-même, du moins dans la culture religieuse catholique. Alors, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, il n'est certainement pas question de revenir en arrière, mais il est question certainement de comprendre que il y a des tas de mesures qui ont été prises et qui ont pour des effets dévastateurs, notamment sur la famille. Hein? Toutes choses qui nous sont apparues tellement normales, tellement libératrices, comme la libération du divorce, la libéralisation des séparations, la libéralisation de l'avortement. Et on peut continuer comme ça avec plusieurs autres exemples. Toutes ces manifestations, ou une chose aussi simple que l'abaissement de l'âge de la majorité, au milieu des années 60, a eu des effets dévastateurs sur la famille, hein? Dans le sens où ça a déresponsabilisé les parents, sans pour autant responsabiliser les enfants parce qu'ils étaient trop jeunes et qu'ils pouvaient tout de suite avoir accès au soutien de l'État par l'entremise du bien-être social et gagner de la sorte une certaine indépendance à l'endroit de leurs parents plus rapidement. Bref, toutes sortes de mesures comme celle-là qui bien intentionnées au départ, ont eu des effets négatifs. Et là encore, c'est surprenant de voir à quel point on s'est jamais soucié de l'effet, de l'impact que ces mesures-là auraient, tant on était pressé d'obtenir la satisfaction recherchée avec la libéralisation du cadre, de l'encadrement qu'on subissait, on s'est pas soucié des effets et certainement pas de mettre en place des mesures d'atténuation ou de compensation qui auraient permis de réduire, de minimiser ou même d'annuler complètement les effets désastreux que ces mesures-là pouvaient avoir par ailleurs. Alors aujourd'hui, si on veut redresser la barre, c'est toutes des choses sur lesquelles il faut se pencher et j'espère que les partis politiques et en particulier le Parti québécois comprendra que il faut absolument qu'ils remettent le cap sur la défense des intérêts de la nation et de l'État. Bon, il semble que sur la question de l'État, le message soit passé, et encore que il faut s'inquiéter pour l'instant que ça demeure trop strictement lié à des considérations budgétaires, économiques. L'État, un État fort, c'est pas nécessairement un État qui est ultra généreux et qui dépense à tour de bras. Un État fort, c'est celui qui arrive à se faire imposer et se faire respecter, comme l'avait fait le gouvernement du Québec sous Duplessis lorsqu'il avait obtenu du gouvernement fédéral le retour de la compétence provinciale pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Ça, c'était en 1954. Et curieusement, une chose qui est très méconnue, c'est que lorsque le gouvernement provincial avait procédé à ce rapatriement-là, il l'avait fait sur la base des conclusions du rapport Tremblay, une commission d'enquête royale. Le Québec avait nommé une commission d'enquête royale de son autorité sur les problèmes constitutionnels du Canada et des relations avec le gouvernement fédéral.
pas rien, là. C'était audacieux pour l'époque en 1954. Et donc, le rapport Tremblay avait préconisé comme première mesure le rapatriement de ce pouvoir qui avait été cédé au fédéral à l'occasion de la guerre. Mais il avait également, et ça c'est moins connu, déposé un tas d'autres recommandations qui seront mises en œuvre par le Parti libéral lorsqu'il arrivera au pouvoir en 1960. Et donc, un bon nombre de ces mesures-là, comme la mise sur pied de la caisse de dépôt, comme le ministère de l'Éducation, tout ça, c'était des mesures qui étaient contenues dans le rapport Tremblay et que les libéraux n'ont fait que mettre en œuvre. Souvenez-vous aussi de toute cette pléthore d'organismes provinciaux mis sur pied à l'époque, Sidbec pour l'acier, Socia pour Société québécoise d'initiative agroalimentaire, Rexfort pour l'industrie forestière, Sochem pour le secteur minier, et j'en passe, la Société générale de financement, bref, toute une série de moyens, de leviers par lesquels l'État affirmait sa présence et à la défense et au soutien des initiatives économiques des Québécois. C'est de cette façon que les Québécois ont cessé d'être littéralement les pupilles de l'État fédéral et qu'ils ont acquis une certaine maturité sur le plan économique et des compétences pour assurer eux-mêmes leur développement, comme on l'a vu par la suite. Alors, comme vous voyez, c'est un vaste programme et il faut retrouver rapidement cette conscience-là, de ce besoin-là, pour que le Québec puisse envisager de survivre à ces 500 premières années. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'horizon 2035. Ben, figurez-vous que en 2034, 1534, c'est l'arrivée de Jacques Cartier au Canada. Donc, en 2034, ça fera 500 ans que le Québec est sur la carte et que il y a une nation québécoise qui s'est développée. Et la question est de savoir maintenant si cette société-là va franchir le cap de ces 500 ans-là, va survivre au-delà de ces 500 ans-là, prendre un nouvel élan et se projeter dans l'avenir à son avantage. Si on regarde simplement ces 500 dernières années-là, on est obligé de constater que l'apogée, le moment le plus fort de la nation québécoise, ça a été la fin des années 60. Curieusement, ça coïncide grosso modo avec l'Expo 67. Et c'est pas un hasard, figurez-vous, que le général de Gaulle soit venu à l'Expo 67 au moment de l'exposition universelle. Et il y avait des projets à l'époque là très nets, très clairs entre le président de Gaulle et puis le premier ministre Johnson pour faire passer le Québec à une autre étape. Malheureusement, ça ne s'est pas produit et les Québécois se sont laissés détourner vers une autre voie. Ils ont lâché les pouvoirs de l'État. Ils ont arrêté de se concentrer sur l'accumulation constante de nouveaux pouvoirs par l'État pour rêver du pays et s'imaginer que l'avènement du pays réglerait tous leurs problèmes, l'avènement par la voie démocratique à l'occasion d'un référendum. On voit que d'abord, ça n'a pas marché en 80, ça n'a pas marché en 95. On voit que la Catalogne, l'Écosse n'est pas parvenue au résultat qu'elle souhaitait il y a quelques années, que la Catalogne vient de se planter
ces derniers mois, que le Kurdistan aussi a fait patate, hein, c'est le cas de le dire, et que la voie référendaire n'est pas nécessairement la bonne façon à employer pour lancer l'initiative d'un pays. Au contraire, un référendum, c'est pas pour commencer, c'est pour finir. Et on utilise le référendum à la toute fin, lorsque la partie est jouée, lorsque le rapport des forces en présence crée les conditions pour la reconnaissance par tous, très évidemment, de l'existence d'un nouveau pays. Alors, c'est une stratégie à réviser complètement, et dans ce sens-là, Jean-François Lisée a été bien avisé de suspendre de façon indéterminée la tenue d'un autre référendum. Et il faut profiter de ce moment-là pour revoir la stratégie de fond en comble et faire en sorte que la prochaine fois qu'on fera un référendum, ce sera parce que toutes les conditions seront en place pour qu'il soit gagnant. C'est la fameuse expression des conditions gagnantes qui avait été utilisée par Lucien Bouchard, mais Lucien Bouchard, on peut douter fortement de sa sincérité lorsqu'on regarde quel a été son cheminement, et on découvre alors que finalement, lui, il remettait le projet carrément aux calendes grecques. En fait, il voulait surtout pas qu'il voie le jour. Il était, lui, foncièrement, à mon sens, attaché à l'image d'un Canada, d'un Québec fort, d'un Québec indépendant dans un Canada fort. Bref, c'est la fameuse image de Yvon Deschamps. Là, je suis pas bien sûr que je l'ai rendu correctement, mais vous avez compris à quoi je fais référence. Alors, comme on revient sur le sujet de la politique internationale, c'est le prochain volet de l'émission d'aujourd'hui, et on va examiner ce qui se passe surtout aux États-Unis. Hein. Vous avez remarqué là que ça brasse à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, financier. Vous avez vu le plongeon des bourses au cours des derniers jours, et il faut comprendre que ce plongeon-là amorce un nouveau cycle boursier. Un cycle qui, lui, va vraisemblablement être baissier. Le cycle haussier qu'on a connu, là, c'est le plus long de l'histoire. Il a duré près de 8 ans, depuis 2008, et il a été alimenté essentiellement par les interventions des grandes banques centrales, et notamment de la Banque centrale américaine, la Fed, pour envoyer en circulation des liquidités en quantité phénoménale, des milliards et des milliards, des trillions de dollars. Donc, c'est des milliards de millions, des millions de milliards, et c'est vraiment beaucoup d'argent qui a été écoulé dans le système, sans que tout cet argent ne parvienne à relancer véritablement sur des bases solides l'économie mondiale. C'est donc particulièrement inquiétant parce que les pays se sont évidemment fortement endettés pendant ce temps-là, qu'il n'y a pas eu d'inflation, et on sait que l'inflation, ça permet justement de rembourser les dettes à coût nul, pratiquement. C'est comme ça, par exemple, qu'on a eu de l'inflation de l'ordre de 17, 18, 19 et même 20% dans les années 1980, pour permettre aux États-Unis de surmonter les dettes qu'ils avaient accumulées avec la guerre du Vietnam. Alors, bien sûr, les taux d'intérêt suivaient, étaient toujours un peu plus élevés que le taux de l'inflation, et évidemment, le coût du capital était très élevé. Je me souviens, dans ces années-là, avoir été jeune propriétaire d'une maison,
et d'avoir eu des paiements hypothécaires là gonflés de 17 et de 18% d'hypothèque là. Alors, si vous avez de la misère à 1%, imaginez ce que ça pouvait être à l'époque. Donc, mais malgré tout, vous voyez, à cause de l'inflation, on est parvenu à passer au travers, y compris, pas juste les gouvernements, mais y compris même les particuliers. Parce que pendant le même moment, les salaires augmentaient extrêmement rapidement. Alors, ces dernières années, pas d'inflation et des taux d'intérêt nuls. Même dans certains cas, en Europe, des taux d'intérêt négatifs. Et tant la Banque, la Fed que la Banque du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, ont évoqué au cours des dernières années la possibilité que et les États-Unis et le Canada pourraient même se retrouver dans une situation d'avoir à mettre en place des taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déposez 100 000 $ à la banque, vous risquez de vous retrouver au bout de quelques mois, non plus avec 100 000 $, mais avec 99 000 $. Donc, non seulement votre argent ne s'est pas apprécié, mais en plus, il a perdu de la valeur. Alors, quand une économie, quand l'économie mondiale en est rendue là, c'est signe qu'elle est en très, très, très mauvaise santé. Et vous comprendrez que les autorités de tous les pays ont cherché par tous les moyens à éviter de nous informer de la gravité de la situation pour ne pas créer des situations de panique. Alors, c'est ce qui s'est passé en début de semaine, vendredi dernier et en début de semaine, lorsque les marchés boursiers ont plongé de jusqu'à 1100 points lundi, ce qui est un événement qui était sans précédent. Alors, bien sûr, hier, la situation s'est un peu rétablie. Aujourd'hui, les marchés ont clôturé en légère baisse. Mais ce qui est préoccupant, c'est que le problème, on a changé de cycle, hein? Donc c'est un problème qui va revenir. Les plus grands spécialistes parlent d'une correction, c'est comme ça qu'on appelle cette situation lorsque il y a un renversement des tendances et que cette correction pourrait atteindre 20%, voire même 50%. Alors imaginez, s'il fallait que ce soit le cas, ça créerait de sérieux problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au cours des dernières années, les investisseurs non professionnels se sont un petit peu retirés du marché devant leur incapacité à comprendre ce qui se passait. Et en fait, avec l'introduction des ordinateurs, des algorithmes un peu fous, il y avait plus beaucoup de possibilités pour les petits investisseurs de s'y retrouver. Alors, mais ça va bien. Ces algorithmes-là sont effarants quand ils partent à la hausse, mais ils sont encore plus effarants quand ils partent à la baisse. Et quand ça part à la baisse, on sait absolument pas ni quand ni comment ça va s'arrêter. Alors, ça peut repartir d'un jour à l'autre. Et il faut comprendre que maintenant, on est désormais dans ce cycle baissier et ça va avoir des conséquences sur tout le monde. Hein. Il faut être bien conscient que les grands investisseurs sur les marchés, ceux qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, les banques, les compagnies d'assurance, ces gens-là achètent des quantités astronomiques de titres qu'ils détiennent en fiducie pour leurs déposants, pour leurs assurés et ils sont obligés de ne choisir que des titres solides, forts. Et quand les marchés se mettent à baisser, ils sont obligés de liquider ces titres-là. Et souvent, ils vont le faire à perte. Alors, on est rentré dans un instant vous passerez l'expression de swing. Et le swing n'est pas haussier, il est baissier. Donc on va connaître des moments difficiles.
ça va avoir des effets. Hein. Regardez simplement la hausse du pétrole qu'on observait sur les marchés depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. Elle est en train de fondre presque comme neige au soleil parce que les investisseurs sont inquiets et constatent que parmi les titres à l'heure actuelle les plus affectés par le mouvement baissier, ce sont les titres pétroliers et gaziers. Alors, on va voir, comme je dis, ce qui va sortir de ça. Et le problème aussi, c'est qu'il y a des facteurs politiques, non seulement des facteurs économiques, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les baisses du marché, parce que les États-Unis sont dans une situation extrême d'opposition, de tiraillement entre les démocrates et les républicains, entre l'État profond et les conservateurs, entre les progressistes et la droite traditionnelle américaine. Et à l'heure actuelle, je veux dire, on assiste à un déclin du pouvoir politique, une érosion du pouvoir politique aux États-Unis. C'est quand même incroyable, là. Le pays qui était la plus grande force mondiale est littéralement en train de se désintégrer politiquement sous nos yeux. Et évidemment, tous ceux qui avaient investi lourdement dans la perpétuation de l'hégémonie américaine sont obligés de se réajuster et de comprendre qu'à l'heure actuelle, pour arriver à sortir de leurs problèmes, les États-Unis vont être obligés, comme l'a d'ailleurs dit le président Trump, hein, c'est America First, ok, et que tous les autres intérêts vont être sacrifiés au passage. C'est ce qui a amené le gouvernement de M. Trump, l'administration de M. Trump, de se retirer des accords, des négociations du partenariat transpacifique. C'est ce qui l'amène à vouloir remettre en question l'accord du libre-échange avec le Canada et le Mexique. L'ALENA, c'est ce qui l'amène à vouloir imposer des conditions difficiles pour permettre à la Chine d'exporter vers les États-Unis. Puis on comprend parfaitement que c'est justifié dans la mesure où on rendait public encore aujourd'hui les derniers chiffres de la balance commerciale américaine qui affiche à l'heure actuelle le plus gros déficit depuis longtemps. Alors on est dans cette situation-là et évidemment se pose aussi la question à partir du moment où le pouvoir politique américain s'effrite de toutes ces alliances qu'avait conclues le gouvernement américain avec ses alliés de l'OTAN, tous ces autres alliés de toutes les autres organisations et qui d'un seul coup découvrent que le pouvoir sur lequel ils pensaient pouvoir s'appuyer est en train de littéralement se fondre sous leurs pieds. Alors, on assiste à ce réalignement-là en même temps que se construit l'association, que se renforce l'association entre des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, les fameux BRICS, auxquels se rajoute maintenant l'Iran, que même la Turquie est en train de délaisser son alliance traditionnelle avec les États-Unis et l'OTAN, que là vraiment là, on voit tout un un écheveau de relations qui sont en train de s'échiffer, de s'étioler. Alors comme ce n'est pas de bon augure, et certainement ça augure très mal pour la stabilité politique dans le monde. Il fut un temps, à l'époque de l'opposition entre au temps de la guerre froide finalement, entre l'opposition entre les États-Unis et l'URSS, qu'il y avait un équilibre dans le monde et puis que ce système-là, avec tous ses défauts, finalement assurait une certaine stabilité.
Tout le monde savait de chaque côté jusqu'où il pouvait aller, ne pas aller. Bien sûr, il y a eu des moments très forts en 1962, au moment de la crise des missiles de Cuba. Mais entre 1962 et 1980, il y avait les deux superpuissances avaient trouvé, sinon un terrain d'entente, du moins un modus vivendi, dont tout le monde s'accommodait parce qu'il était garant d'une certaine sécurité. La situation a basculé avec l'effondrement de l'URSS à la suite de l'implication de l'URSS en Afghanistan et avec les coûts que ça a entraîné pour elle. Et évidemment, les États-Unis en ont profité à ce moment-là pour s'imposer comme seule puissance mondiale. Depuis à peu près 5 ans, depuis 2012, on revient à la politique des blocs. Les États-Unis là ont littéralement ne sont plus en mesure d'assurer leur hégémonie et multiplient erreur après erreur en cherchant à vouloir sauver les pots. À chaque fois qu'il y a une perte de puissance de la part d'un grand pays comme les États-Unis, évidemment, ça crée une situation de vacuum et ça devient une occasion pour toutes sortes de pays de profiter d'un certain opportunisme pour remplir le vacuum qui est laissé. Alors, qui va tirer son épingle du jeu de la façon la plus sûre? Il va falloir attendre qu'on revienne à un nouveau point d'équilibre pour être capable de faire le bilan des gagnants et des perdants. Il y a d'autres situations, évidemment, qu'on suit de près, comme vous le savez. Celle de la Catalogne, alors là, plus ça va, moins ça va. Et Carles Puigdemont, faut prononcer son nom correctement en catalan, le chef des indépendantistes cherche à rentrer en Espagne, mais évidemment le gouvernement espagnol est dans une excellente position pour lui refuser ça, dans la mesure où il a enfreint effectivement Puigdemont l'ordre constitutionnel espagnol et que il y a absolument aucune protection qui lui est offerte en vertu de ce système-là. Même il est en train sa base populaire est en train de s'éroder devant l'échec finalement de sa stratégie. Il faut être conscient de ça, parce que c'est effectivement ça qu'on est en train de constater. La situation en Syrie évolue aussi. On voit que la Turquie, de façon à repousser toute velléité kurde de créer un État, Kurdistan, a choisi d'entrer sur le territoire syrien, dans le nord de la Syrie, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, pour désarmer les terroristes qui ont participé évidemment à Daesh, ont soutenu Daesh, le mouvement Al-Nusra aussi, et mais finalement ce que redoute depuis le début la Turquie, évidemment, c'est la possibilité de voir émerger un Kurdistan. Or, les Américains soutenaient les Kurdes. Les Américains ont perdu finalement énormément l'initiative en Syrie, et même ils ont plus que perdu l'initiative, ils ont perdu la face, et ils cherchent à la sauver en maintenant un couloir dans le nord de la Syrie. La Syrie, la Russie, qui défend, qui est garante qui s'est portée garante de la souveraineté territoriale de la Syrie, ne voit pas les choses du même œil, et à l'heure actuelle, les Turcs en sont rendus à confronter directement les États-Unis pour leur dire carrément, enlevez-vous de là, vous pouvez pas soutenir les Kurdes, ça se fait à notre détriment, à nos risques. Alors,
Jusqu'où est-ce que Erdogan va pouvoir aller dans son bluff? S'agit-il premièrement d'un bluff? Et si tel est le cas, jusqu'où va-t-il être capable de tenir le coup sans être complètement démasqué? C'est ce qu'on va découvrir dans les jours et les semaines qui viennent. Mais il n'y a pas de doute que les Américains, leur situation qui était déjà difficile, vient encore de se compliquer avec la position prise par Erdogan. D'autant plus que, il faut le savoir, la Turquie est un allié important des États-Unis dans l'OTAN. Il faut comprendre que la Turquie est le pays qui a, après les États-Unis, l'armée la plus forte parmi les pays de l'OTAN. Hein. C'est des choses qu'on a de la difficulté à croire, tant elles nous apparaissent étranges, mais c'était un fait que sur le plan militaire, la Turquie est le pays qui a le plus de troupes, le plus d'effectifs militaires en service. S'il faut que la Turquie fasse faux bond, ben on voit tout de suite l'effet de délitement que ça va avoir sur l'ensemble de l'OTAN. Surtout aussi en plus, il faut que la Turquie se rallie à la Russie et à l'Iran et à la Syrie, et à la Chine. Et là, on voit que les Américains auront véritablement perdu la partie. À travers tout ça, des pays cherchent à maintenir leur position. La France cherche à gagner des positions commerciales en Iran. Y parvient, mais est continuellement contrecarré dans ses desseins par les sanctions américaines qui lui créent une situation difficile. Ces fameuses sanctions, d'ailleurs, sont de plus en plus dénoncées par tous les pays européens qui, évidemment, ne peuvent plus faire affaire aussi librement avec la Russie, qui constituait quand même pour eux un débouché très important. Alors, bien sûr, il y a des productions dans lesquelles les Européens excellent et pour lesquelles ils continuent d'avoir un avantage important sur la Russie. Mais il y en a d'autres dans lesquelles la Russie est en train de profiter des sanctions pour se développer et de le faire à très grands pas. On parle évidemment du secteur agricole, agroalimentaire, mais aussi le matériel de défense. Et la Russie est désormais un exportateur à prix avec une technologie très moderne, et à l'heure actuelle plus moderne que celle des États-Unis, des positions très importantes sur des marchés qui autrefois étaient entièrement acquis aux États-Unis. Alors, on voit que le monde se complexifie. En Extrême-Orient, il reste encore la question non réglée de la Corée du Nord. Cette question est mise entre parenthèses pendant quelques semaines à l'occasion des Jeux olympiques de Pyeongchang, si ma mémoire est fidèle. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Pyongyang, les Jeux olympiques en Corée du Sud, auquel la Corée du Nord a décidé d'envoyer des participants. Donc, c'est l'occasion d'un certain rapprochement politique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui, évidemment, contrecarre, là aussi, les plans des Américains, qui semblaient pressés d'en découdre avec la Corée du Nord. Mais évidemment, on peut comprendre l'intérêt de la Corée du Sud parce que s'il fallait qu'il y ait effectivement un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, la Corée du Sud serait nécessairement affectée de façon très, très sérieuse. Évidemment, elle cherche par tous les moyens à ne pas se retrouver dans cette situation-là. Il y a quand même des intérêts économiques importants en jeu pour la Corée du Sud. Vous avez juste à regarder
autour de vous, là, vos électroménagers chez vous, la laveuse, la sécheuse, tous les petits électroménagers, les réfrigérateurs, vous comprendrez que la part de marché que s'est taillée la Corée du Sud sur ces marchés-là au cours des dernières années est considérable et que ça maintient de l'emploi à un niveau très substantiel en Corée, que ça contribue à l'enrichissement, à l'amélioration du niveau de vie des Coréens du Sud, et que ça n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à sacrifier dans une aventure qui pourrait avoir des retombées dramatiques contre la Corée du Nord. Alors voilà l'état du monde résumé assez rapidement en ce mercredi. On est le 7 février, je crois. Oui, mercredi 7 février. Alors donc, vous écoutiez Point de bascule et la semaine prochaine, je devrais avoir récupéré un partenaire pour la prochaine émission. Alors, je vous souhaite d'ici là une excellente semaine et au plaisir de vous revoir.